Je pense qu'on peut commencer l'introduction. Et puis, voilà, Caroline dit que le laboratoire de la contre-performance a des problèmes de connexion. Donc, c'est parfait. Enfin, il n'y a aucun problème parce qu'on a prévu une introduction à ce temps d'échange pour initier ce voyage constellé, constellaire et intergalactique. Et je laisse la parole à Isaline. Ouais. Mais tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la table ronde. La table ronde en ligne de clôture de l'exposition Retracer notre ciel, constellation féministe et queer, archives et création contemporaine, organisée par l'atelier Corps, Genre, Art. L'atelier Corps, Genre, Art est une émanation de l'association des jeunes chercheurs et chercheuses en études féministes, genre et sexualité effigie, et investit les rapports entre corps et art dans la lignée des études de genre. Le point de départ de cette exposition a été plusieurs questionnements. Quelle place peuvent prendre les archives à retrouver ou à inventer dans la constitution toujours en mouvement d'un art féministe et queer? Comment les héritages propres à ces engagements et ces communautés impriment-ils leur traînée de comètes dans les images contemporaines? Et cette exposition a été l'occasion de montrer la richesse d'un art engagé, féministe et queer, les liens et les résonances entre les créateurs, créatrices. L'art et la recherche ont cela de commun, je pense, qu'on ne crée et qu'on ne réfléchit finalement jamais seul, ou presque. Nous sommes des étoiles dans des constellations. L'on crée et l'on pense aussi avec nos corps et nos tripes, avec nos histoires, nos héritages, nos engagements. Et c'est cela, retracer notre ciel, retracer les histoires de nos pensées et de nos créations, celles que nous voulons voir et faire briller. Et donc nous sommes en présence des artistes de l'exposition que nous remercions pour leur participation. Et vous pouvez, le public, d'ores et déjà écrire vos questions sur le pad que nous allons dont le lien vous sera communiqué dans la conversation. Avant de commencer la table ronde, en fait, nous allons vous présenter les différentes artistes de l'exposition. Pour commencer, le laboratoire de la contre-performance est un collectif d'artistes et de chercheurs fondé en 2014 qui réfléchit aux origines fictives et au destin parodique de la performance en explorant avec humour le concept de contre-performance. Le diaporama de la conférence performance Kit Cabaret conceptuel, présenté dans l'exposition, réinvente l'essence du cabaret en retraçant l'histoire du rapport existant entre les femmes et les oiseaux. Le kit, qui est multiple, comporte un élément immatériel, un geste dont toute personne peut devenir dépositaire sous certaines conditions et dont l'activation vise la création d'un geste collectif. Nous avons aussi Odon Chimek d'Ava Adorge. Elle explore ce qui nous unit à travers la peinture, le dessin, la broderie, la performance, la vidéo, la sculpture. Elle révèle les liens qui font se rejoindre l'humain, le végétal et l'animal. Elle brise les distinctions entre les disciplines. Elle accroche des vêtements sur les murs et les portes pour danser. Elle perfore ses œuvres d'une aiguille et relie ses dessins par des fils. Ces personnages hybrides portent en eux une énergie vitale qui est celle du volcan, de l'océan et des étoiles. Les deux œuvres qu'elle présente dans Retracer notre ciel, Mère et Coexister 4, montrent ces liens et ces métamorphoses. Katou Taro est une artiste qui se définit comme, je cite, cartomancienne, amatrice passionnée et autrice de blogs et de zines acharnés. C'est autour de ces combats militants qu'elle déroule son activité de cartomancienne avec son tarot féministe et queer. C'est en vertu d'eux également qu'elle prend la plume et livre textes, essais et poésie sur la grossophobie. Pour retracer notre ciel, Katou Taro nous livre une balade divinatoire autour des constellations queer en 22 vidéos qui sont autant de découvertes de planètes, satellites et astéroïdes qu'elle a choisi de mettre en lumière. Elena Moetti est peintre et dessinatrice. Elle fait apparaître à la peinture ou au crayon de couleur toutes sortes de figures féminines, à la fois naïves et effrayantes, qui habitent souvent des paysages de nature, d'eau, de flammes ou de ciel. L'œuvre qu'elle propose pour notre exposition est un dessin sans titre où des constellations colorées s'échappent du crâne de la protagoniste
pour aller s'accrocher dans le ciel étoilé. Camille Brouillard a créé le blog Constellation Artistes Femmes pour écrire à propos d'œuvres d'artistes contemporaines qui font l'actualité des expositions. Son écriture se veut le reflet de sa subjectivité et laisse une grande part à l'imagination et à l'interprétation pour tisser des liens entre les œuvres et créer une cartographie toute personnelle de l'art contemporain. Sa participation à l'exposition prend la forme d'un texte, Les constellations n'existent que parce qu'on les voit, dans lequel elle réfléchit au concept de constellation, de point de vue et de transmission. Rose Butch est artiste peintre. Si elle a longtemps privilégié les grandes toiles à l'acrylique, elle fait aujourd'hui du dessin un élément central de son travail. Et également, elle est apprentie tatoueuse. Elle inscrit ses œuvres dans les thématiques sociétales qui la touchent et la portent. Ses compositions-messages sont des invitations à la réflexion et à la prise de conscience qu'elle qualifie d'outils d'empowerment. Depuis peu, elle travaille également la broderie et la couture, manière pour elle de valoriser une production longtemps taxée de mépris. Pour l'exposition, elle livre une œuvre en bas-relief où les filles des Cat irradient de leur puissance dans une composition stratifiée de végétation luxuriante et de ciel constellé. Solène Raclot est artiste, marionnettiste et dramathérapeute. Sa pratique se situe à l'interstice de nombreux champs artistiques, dessin, peinture, sculpture, performance, théâtre, écriture. En 2020, elle investit le mythe de la nymphe ours Callisto, qui est à l'origine de la constellation de la Grande Ourse, dans un solo marionnettique. Elle propose de changer de point de vue pour permettre à Callisto de se réapproprier son histoire et sa puissance. Pour retracer notre ciel, elle imagine un monologue constellé où les pronoms se mêlent pour dire la rencontre entre l'artiste, la nymphe, l'ours, le mythe, la vie, l'œuvre, le personnel et l'universel. Elle l'accompagne d'un croquis des pattes griffues de Callisto issues de son carnet de recherche. Enfin, Marine Gillis n'a pas pu être avec nous ce soir et nous lui envoyons toutes nos pensées. On vous invite à découvrir son carnet de recherche, La recherche comme une aventure, à l'adresse suivante, l'aventure, laventure.hypothèse, hypothèse avec un s.org. Et donc rendez-vous sur notre site pour découvrir son œuvre, Océan de vulve, ainsi que sa capsule sonore. Et pour commencer, on a voulu vous poser une question un peu générale, justement pour essayer de faire vivre cette constellation qui a été créée de manière virtuelle et distanciée. Pour l'instant, on a essayé de rassembler vos œuvres autant que possible sur le carnet et par les capsules, mais ce temps d'échange était fondamental aussi dans cette idée de constellation. Donc, la première question qu'on voudrait vous poser, c'est de vous demander si vous avez eu l'occasion de regarder les œuvres des autres artistes présentés dans l'exposition et d'écouter leur audio. Et on voudrait savoir ce que vous avez pensé de l'ensemble qui est créé par et pour cette exposition. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer en première ? Allez, je peux prendre la parole. Oui. Du coup, je suis Camille Brouillard du blog Constellation. Merci pour l'invitation, pour la présentation et les très beaux visuels que vous avez faits. Donc moi, j'ai participé en créant un texte et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir aussi les autres artistes de l'exposition dont je ne connaissais pas encore le travail, mais c'est aussi tout l'intérêt de ce genre d'événement de pouvoir découvrir de nouvelles artistes. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que chacune utilise un médium différent. On est un peu toutes sur des créneaux très, très distincts et en même temps, on se rassemble sur ce thème. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de lier à la fois le côté plastique, les mots ou le côté plus performatif. J'ai trouvé que c'était intéressant de créer du lien comme ça aussi entre les artistes et les disciplines. Voilà. Merci. Est-ce que Katou et Rose, vous avez envie de prendre la parole ? C'était aussi agréable de voir que... Donc, Katou, Rose. C'était aussi vraiment chouette de voir que ça se répondait et qu'en fait, on n'avait pas tout à fait
la même conception des constellations et qu'en même temps, il n'y avait pas non plus des clashs, mais que ça créait vraiment, ça tissait une toile, quoi. Le ciel se traçait vraiment au fur et à mesure de la visite ou du visionnage des différentes œuvres. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était frappant. Et donc, ça grandissait, quoi. C'est un peu évolutif comme ça grandit quand on observe l'ensemble et c'était super de ce côté-là. Moi, ça m'a permis de découvrir d'autres artistes parce que c'est vraiment des artistes que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir ça. Merci beaucoup. Est-ce que Solène, tu veux prendre la suite? Je me rejoins un petit peu avec mes camarades. Je trouvais ça très très beau en fait, tout ce qui s'est tissé et le paysage qui se crée après coup entre les échos d'un côté et de l'autre. C'était très très beau, je trouve. Et puis il y a une unité dans la diversité et c'est peut-être ça la constellation après tout. Elena? Oui. Voilà, c'est bon. J'utilise. Super. Moi, ouais, je pense que oui, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit, mais le fait que c'était une super, un super ensemble en fait qui se complétait et que c'était aussi cool de voir que chacune avait sa vision de ce que c'est qu'une constellation, enfin la manière dont on interprétait ça, même si souvent ça se rejoignait, et aussi le fait qu'il y ait une diversité de médiums, ça m'a vraiment plu aussi, et voilà quoi. Merci. Et Odon Chimèque, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as entendu la question? Parce que oui, peut-être que... Ok. Là, je m'entends, c'est ça? Mais Oui. les derrière, c'est la même chose, en fait. Je ne vais pas ajouter grand-chose. Oui, j'étais très contente de découvrir d'autres artistes. Ils font tous de très beaux travaux. Et l'idée, enfin, je trouve que c'est très poétique, ce titre des constellations, en fait. Moi, j'adore tout ce qui est poétique. Donc, on a tous un peu des étoiles, cette constellation qu'on a créée. Donc, c'est un peu plaisir. Voilà. Merci. Peut-être qu'on peut... Enfin, je peux poser une question aussi, comme ça. Je ne sais pas si des personnes ont déjà écrit sur le pad, mais vraiment, n'hésitez pas à écrire vos questions en suivant le lien qui est diffusé dans la conversation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et de mon côté, je me demandais comment est-ce que vous avez pensé à l'œuvre, aux œuvres que vous présentez en lien avec le thème et si elles ont été créées spécialement pour l'exposition, comment est-ce que vous avez procédé, quelles ont été vos réflexions et si les œuvres existaient déjà, comment leur présentation dans l'exposition leur donne un sens nouveau ou différent selon vous. Je ne sais pas qui voudrait s'exprimer sur ce sujet. Moi, je peux commencer si vous voulez. Moi, du coup, j'ai créé l'œuvre vraiment pour cette expo parce que je voyais pas. Enfin, en fait, je voyais certaines œuvres qui auraient pu plus ou moins y rentrer, mais pas complètement. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vraiment, faire une œuvre qui va avec un thème. Aussi parce que ça m'intéresse dans ma pratique personnelle d'essayer de faire ça, parce qu'en général, j'ai du mal à le faire. Et du coup, j'ai pensé l'œuvre vraiment comme... en fait, j'ai voulu axer le fait sur axer ce travail sur la solitude. Enfin, la solitude qu'on ressent quand on n'est pas dans... Comment dire, une personne normale dans la société. Enfin, je sais pas. Et le fait que les constellations, c'était... Enfin, il y a ce côté lointain aussi des constellations dans le ciel, qui sont en même temps ce qui nous rassemble en quelque sorte. Enfin, ce qui nous fait être ensemble. Et du coup, pour moi, il y avait l'aspect aussi numérique, en fait, mais que j'ai pas réussi à représenter, je pense. En fait, à la base, je m'étais dit que je voulais faire un truc avec un téléphone, et après, j'ai pas du tout réussi
Parce que je pense que comme dans mon travail, j'ai pas du tout cette représentation du monde contemporain, en quelque sorte. Avec les téléphones, tout ça, j'ai pas du tout réussi. Donc du coup, j'ai fait un truc plus poétique avec des étoiles qui sortent de la tête et qui se rejoignent dans un ciel qui représente voilà, cette réunion de personnes. Enfin, j'ai un peu du mal à m'exprimer, mais en gros, cette réunion, enfin, enfin, ce qui nous rassemble dans notre solitude au final. Voilà. Ouais, ouais, je comprends très bien. Et puis, dans un certain sens, le mode de diffusion aussi, comme il était virtuel, Oui, ça rejoint aussi ce côté-là que tu voulais exprimer, dans le sens où finalement, c'est peut-être par la diffusion que ça s'est aussi exprimé. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Merci. Je ne sais pas si... Finalement. Finalement, je vais me lancer, je rejoins la personne qui a parlé avant. J'ai fait aussi enfin, j'ai fait une œuvre avec le thème, contrairement à la personne qui a parlé avant. En fait, désolée hein, si je dis pas le prénom, c'est peut-être parce que je me suis pas rappelée, c'était Elena. Elena. Et du coup, moi, j'ai plutôt l'habitude justement de travailler avec des thèmes qu'on me donne. Enfin, moi, ça m'aide. C'est un peu comme la grosse arête du poisson, et puis je vais venir greffer des choses autour, mais j'ai besoin, sinon je pars totalement à l'arborescence et je pars dans le n'importe quoi. Donc ça, j'ai bien aimé le fait d'avoir un thème. Et les constellations, c'est vrai que moi aussi, je ne mets pas des choses contemporaines dedans, donc je n'aurais pas mis de téléphone ou de choses comme ça. Du coup, je suis vraiment partie très loin, très très loin en arrière, ou très très loin au-dessus. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça, parce que c'est une divinité, c'est une déité. Et oui, j'ai vraiment apprécié, après coup, voir les autres œuvres et voir à quel point c'était relié en réalité. Comme le dessin avec toutes les personnes, toutes ces ombres qui font un peu une forêt bleue. Et avec le travail d'Elena aussi. Et oui, là, je me suis rendu compte après coup. Mais c'est vrai que j'ai pas, comme je suis aussi un peu solitaire, j'ai pas pensé forcément à aller voir d'abord ce que faisaient les autres pour pouvoir m'adapter à- à une uniformité. Elle est venue, je pense, ensuite, en voyant, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et bah, je pense aussi que c'est chouette aussi de voir qu'une exposition prend son sens quand on peut regarder toutes les œuvres s'assembler et que du coup, effectivement, après coup, ça fait cette constellation et du coup, euh, bah, on les voit. Enfin, ça rejoint un peu le texte de Camille, du coup, on peut les voir, on peut les découvrir et tracer des liens. Et cette tension aussi entre solitude et collectif dont vous parlez, elle est passionnante et ouais, est super intéressante à interroger et à interroger quand on regarde vos œuvres aussi. Le laboratoire de la contre-performance vient d'arriver. Est-ce que vous avez entendu la question et est-ce que vous voulez rebondir? Non, désolé, là, on a été très contre-performante. Là, en fait, notre ordinateur a bugué au moment de nous connecter. Donc, on est désolé d'arriver avec retard. Et donc, on n'a pas entendu la question. Et donc, au moins, on vous remercie en tout cas pour cette invitation, pour ce magnifique colloque, pour cette exposition en ligne. Mais non, on n'a pas entendu la question, pardon. Mais non, mais merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est super heureuse justement de pouvoir faire vivre un peu de collectif ce soir. La question portait sur les œuvres présentées et sur, enfin, c'était, est-ce que vous avez créé cette œuvre spécialement pour l'exposition ou est-ce qu'elle était créée avant, dans un autre contexte? Et est-ce que le fait qu'elle soit présentée dans cette exposition lui donne une signification différente, fait jouer sa signification? Alors, bonsoir. Notre travail, qui est le kit cabaret conceptuel, on l'avait déjà créé en fait avant.
Mais on a tout de suite pensé que ce serait intéressant de le présenter pour cette exposition Constellation. Parce qu'il y a dans cette performance beaucoup d'artistes qui sont présentés. Et puis, on y présente aussi un multiple qui est un kit dont on peut devenir dépositaire. Voilà. Il n'est pas un kit à acheter, pas un multiple d'artistes à acheter, mais un kit dont on peut devenir dépositaire, ce qui constitue un engagement à transmettre un geste, en fait. Donc, il y avait cette notion aussi de collectif dans le projet même, en fait, porté par la conférence performance. Merci beaucoup. Est-ce que, Odon Chimek, par exemple, tu veux rebondir sur cette question de l'exposition de ton œuvre? En fait, ces 2 dessins que je vais vous montrer, c'est créé avant. Mais je pense que surtout les dessins corps d'espère des personnages avec des décors un peu bleutés. Je crois que ça correspond encore plus à la thème parce que c'est vraiment quand j'ai dessiné, j'ai pensé vraiment c'est le moment de chacun dans son univers en fait, c'est vraiment plus de personnages comme une scène de théâtre et dans laquelle on peut voir que chaque personnage raconte une histoire différente en fait. Mais à la fois ils sont ensemble, à la fois ils sont tout seuls en fait. Et puis, je pense que c'est ça vraiment le lien que j'essaie de montrer en fait, à travers ce dessin. Et puis, je pense que ça rejoint vraiment la thème de l'exposition. Et puis, c'est la première fois que je montre l'exposition en ligne. Donc, c'est assez intéressant parce que avec Eliana, on montre en ce moment, on expose à Transpalette à Bourges. Donc, depuis qu'on a ouvert, en fait, l'expo n'est pas vraiment montré. Il était ouvert que 2 semaines. Donc, je ne sais pas trop comment. Je peux pas trop dire de gens j'expose, du coup c'était assez intéressant ces moments en fait. J'ai dit chaque fois oui, j'expose, mais à la fin mon expo n'est pas ouvert en fait. Du coup ça me fait vraiment penser comment on peut montrer dans ces moments-là en fait. Et puis ouais, c'était intéressant d'expérimenter, montrer, enfin créer une œuvre, enfin créer une exposition en ligne. Et je sais pas comment c'était pour vous en tant qu'organisateur en fait. En tout cas pour moi c'était une nouvelle expérience voilà. Bah, je pense que pour nous aussi, c'était une nouvelle expérience d'organiser en ligne et c'était un peu un défi. Et justement, cette question de le virtuel, on a une question d'une personne dans le public qui écrit nous sommes désormais à la fois des êtres de rencontres en présence et de rencontres à distance, par le numérique, sans la matérialité des œuvres, pour celles dont le travail est sur papier, par les photographies des œuvres mises en ligne. Et nos constellations féministes et queer vivent parfois dans ces rencontres en présence, parfois par nos lectures, parfois par nos visionnages sur Internet, parfois par nos visites d'exposition où nous rencontrons les œuvres et non les artistes. Et tout se mêle et se nourrit, nous nourrit. Comment les artistes ont-elles vécu la présence virtuelle des autres artistes dans ce parcours vers l'exposition et la présence virtuelle des coordinatrices de l'exposition lors de leur élaboration? Quels rêves ont-elles eu sur ce à quoi rêvaient les autres? Très belle question. Est-ce que Camille, pardon, quelqu'un voulait prendre la parole? Non? Alors oui, en effet, très belle question, vaste. Du coup, moi, je suis intervenue, c'était juste pour préciser, ça répond aussi à la question précédente. C'est la première fois que j'interviens en tant qu'artiste. C'est vrai qu'habituellement, j'écris des textes sur les œuvres ou sur les artistes en elles-mêmes. Et là, c'est la première fois que je pouvais aussi proposer un format plus libre d'écriture. Donc moi, voilà, le texte, je l'ai écrit spécialement pour l'exposition. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément le même rapport, je pense, au virtuel que les artistes qui ont un travail plus plastique. Et c'est différent. Là, l'écriture, même le sujet, ce que je fais, de base, c'est disponible en version virtuelle puisque c'est en ligne, c'est sur un blog. Donc, j'ai pas forcément le même rapport. Moi, juste à titre personnel, forcément, je pense qu'on souffre tous de l'absence de contact, même visuel avec les œuvres, les expos
juste de pouvoir apprécier les œuvres en tant que telles. Donc, je pense que c'était un défi de pouvoir les proposer en version en ligne. C'est vraiment c'est par dépit. Je pense que ça peut pas du tout remplacer forcément le contact ou l'expérience avec l'œuvre directement. Et en tout cas, par rapport, alors je sais pas si je me rappelle de la question, dans l'idée de faire le lien avec les autres artistes, comment elles pouvaient appréhender les choses. Il y a des capsules sonores qui ont été faites, donc on a pu écouter aussi chacune, un peu le parcours de chacune, donc ça donne une idée, même si c'est vrai que on n'a pas pu se rencontrer en vrai, donc c'est pas comme si on avait pu vraiment échanger, discuter et créer quelque chose ensemble, mais ça, en tout cas, dans l'attente de pouvoir le faire, c'était toujours un bon moyen de quand même maintenir le lien grâce au numérique, du coup, en ce moment. Merci. Et je ne sais pas. Ouais, allez-y. Si on peut rajouter quelque chose, dire qu'elles sont très belles, ces capsules sonores, en fait, et que l'atelier Corps Genre Art a fait vraiment un magnifique travail pour valoriser ces belles paroles, déjà. Merci beaucoup pour ce retour. Solène, peut-être que tu veux réagir sur cette question, puisque ta pratique aussi dans sa mise à distance pose plein de questions intéressantes. Alors, par rapport plutôt à la question précédente, moi, c'est vrai que j'ai réadapté ma proposition avec Callisto, parce qu'au départ, on pensait, c'était l'année dernière, que ce colloque aurait lieu en chair et en os et que je jouerais la performance de Callisto. Et on a beaucoup parlé avec le commissariat de l'exposition et surtout avec Caroline Dejoie pour ma part sur une transposition possible de cette performance. Et c'est là qu'est venue l'idée pour moi de donner une voix à Callisto. Et finalement, c'est donc le texte que j'ai choisi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que en fait, dans la performance initiale, Callisto est sans voix. C'est vraiment quelque chose de profondément physique et de mouvement. Et du coup, je suis seule en scène avec une marionnette d'ours. Et c'est un jeu de ce personnage hybride qui vient se mouvoir sur scène et rentrer en contact avec le public. Donc, ça a été une chance, je pense, pour moi de pouvoir aller ailleurs avec Callisto, qui, par ailleurs, est en plus en cours d'écriture, parce que j'essaye d'en faire une forme plus longue. Et donc, je fais des résidences de création. Et je pense que ça m'a permis d'aller ailleurs et de trouver une autre possibilité d'exprimer quelque chose autour de ce mythe. Et pour le rapport avec la distance, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a vu du coup les œuvres apparaître petit à petit. C'était assez drôle finalement, comme il y avait un petit côté de suspense comme ça au fil de la semaine. Ça m'a plutôt plu. Et voilà, encore une fois, au niveau du commissariat, finalement, c'était pas si virtuel que ça pour ma part. En tout cas, je me suis sentie quand même très, très entourée et c'était très agréable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur cette question? Moi, je veux bien. Enfin, Oui. j'ai pas une pensée hyper structurée là, mais c'est juste que je me dis que d'un côté, je trouve ça intéressant de remettre en question les espaces d'exposition, en fait, parce que je trouve que c'est assez intimidant, les espaces d'exposition dans la réalité, et que les musées, etc., et les galeries, et toutes ces choses-là, c'est des choses, en fait, que plein de gens se sentent pas légitimes à rentrer dans ces espaces, même si on essaye, quand je dis on, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à ce sujet, qui sont pas, il n'y a pas énormément de gens qui s'intéressent à ce sujet, mais en tout cas, les gens qui s'intéressent au fait d'intégrer d'autres personnes que l'élite culturelle dans ces lieux. Bah, même quand on a beau essayer, en fait, il y aura des personnes qui ne se sentent jamais légitimes à rentrer. Et c'est ce dont j'ai fait l'expérience, moi, parce que avec un collectif que j'avais.
Et le fait que, enfin, du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait à tout ça. Qu'est-ce que c'est une exposition? Comment exposer les choses aussi pour que elles aient pas l'air menaçantes? Enfin, comment, enfin, bon, voilà, c'est pour ça que je dis un peu des pensées que j'ai, mais c'est juste, voilà. Du coup, je pense qu'en même temps, c'est intéressant de te remettre en question tout ça et de se dire comment on peut faire pour que l'art soit entre guillemets accessible, enfin, à ceux qui s'y intéressent, à tous ceux qui s'y intéressent en fait. Et, euh, et voilà. Après, c'est sûr que pour moi, qui suis artiste, enfin peintre et dessinatrice, pour moi, ça ne remplace pas le fait que l'œuvre soit vue en vrai, parce que je trouve que ça apporte quand même quelque chose de voir une peinture ou un dessin en vrai. Mais en tout cas, sur le concept d'exposition, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, je voulais juste dire ça. Merci, ouais, c'est super intéressant de pouvoir justement se poser ce genre de questions aussi dans le contexte euh, des constellations et des liens qui peuvent être créés. Et d'ailleurs, enfin, de manière plus large, avec le colloque en distanciel, c'est une question qui se pose puisque cette distance, bon, certes, elle nous frustre par beaucoup d'aspects, mais elle permet aussi à plus de personnes d'assister aux échanges. Euh, ouais, donc c'est toutes ces questions-là qui émergent et c'est super intéressant. En tout cas, dans la conception de l'exposition, je pense que avec la création des capsules sonores, on a vraiment voulu rapprocher aussi les artistes entre elles et les personnes qui allaient voir les œuvres des artistes. C'était aussi un moyen pour, je pense, pour le commissariat de contourner un peu cette distance, ou en tout cas de la transformer et de faire quelque chose de vivant et un peu de constellaire, puisque toutes ces voix rentrent en résonance. Ouais, je pense que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Bah ouais, c'était super intéressant de faire ça, justement, je trouvais. Que l'exposition, ce ne soit pas que des œuvres exposées, ce soit aussi nos intériorités, en fait. C'est intéressant. Katou, toi justement, ta pratique, elle est plutôt à distance avec les vidéos YouTube. Est-ce que du coup, cette exposition-là, elle t'a fait te poser des questions sur cette pratique-là aussi, l'envisager différemment? Est-ce que tu avais déjà fait quelque chose d'aussi foisonnant avant dans tes vidéos? Comment est-ce que ça s'est construit? Déjà, ce qui est marrant par rapport à la question du virtuel, c'est je pense que quand vous m'avez proposé de participer, j'ai dit bah, je participerai exclusivement à distance de toute façon. Donc moi, j'étais en mode je croise les doigts parce que avec ma maladie chronique, déjà, j'envisage pas trop d'aller vers Paris ou quoi. C'est assez éprouvant physiquement pour moi les voyages. Et puis avec le Covid, j'aurais pas pris le risque. Donc déjà pour moi, c'était une chance. Donc c'est peut-être aussi une façon de rappeler aussi l'accessibilité au handicap et tout ça. Alors avec des biais aussi qui se mettent en place ou d'autres niveaux d'inaccessibilité qui se mettent en place quand on est en virtuel. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a été une façon de me donner une meilleure place. Donc ça, j'en étais ravie. Et oui, j'ai déjà travaillé sur ce genre de support. Je m'étais dit, oh, c'est des tirages en vidéo, en mode tirage dont tu es l'héroïne. Et donc, on avait la possibilité d'accéder au fur et à mesure à différents types de vidéos en fonction des questions et tout ça. Mais c'était toujours un peu... je tâtonnais avec le concept. Mais du coup, j'avais quand même toujours cette idée dans un coin de la tête. Et donc, quand vous m'avez proposé, pour moi, c'était une évidence parce que c'est ça qui permet le plus d'avoir une façon d'avoir des tirages de tarot qui sont évolutifs ou qui permettent une forme d'interaction parce que bah, c'est le principe de la divination aussi, c'est qu'on tire au hasard et puis qu'on trouve du sens dans ce hasard-là. Donc d'avoir une constellation en vidéo, ça permettait aussi de se laisser guider par cette espèce de hasard qui peut-être a le plus de sens dans cette pratique-là. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Maintenant, je suis souvent très artisanale dans mes vidéos. Je ne faisais pas de montage ni rien. Et là, pour la première fois, j'ai essayé de commencer à bidouiller un minimum pour que ça soit plus ou moins cohérent, tout en même temps n'étant pas trop cohérente non plus. Il y a des moments où c'est des plans fixes sur des cartes et je lis les textes que j'ai canalisés auparavant quand j'ai fait le tirage. Il y en a d'autres où je fais le tirage dans les conditions du direct, face caméra. Tout ça, ça m'a permis aussi de travailler avec différents types de formats que j'aimais bien.
j'avais pas envie d'arriver avec seulement un texte parce que ce thème me parle tellement et traverse tellement ce que je crée, ce que je fais, ce que je vis en général d'ailleurs, que ça n'aurait pas eu de sens pour moi d'écrire, juste écrire un texte. C'est formidable. Par exemple, j'adore le texte de Camille et tout ça, mais dans la logique de ce que je fais, il fallait plus que ça s'articule en vidéo parce que ça permet de joindre la poésie, le tirage en live et un peu de recouvrir davantage l'ensemble de ce que je fais. Merci. Peut-être qu'on peut poser une question suivante, donc, qui est destinée au laboratoire de la contre-performance. Peut-être que Caroline voudrait la poser elle-même en live. Enfin, je sais pas, mais pour faire surgir encore plus de visages. J'avais pas mon micro. Je ne m'attendais pas à la poser en live. Oui, je voulais demander au laboratoire de la contre-performance si elles accepteraient de nous parler un petit peu de la façon dont elles ont choisi d'apparaître. Et je reprends ma question parce que je l'avais bien formulée. Oui, pourquoi ce choix d'apparition? Vous n'êtes pas vu en vrai, comme on disait tout à l'heure, on ne voit pas les œuvres en vrai dans le cadre de cette exposition. Et là, vous-même, on ne vous voit pas en vrai. Pourquoi avoir revendiqué cette identité virtuelle à distance et quel lien vous faites avec la dimension collective du laboratoire? Alors effectivement, dans ce laboratoire, on agit sous couvert d'anonymat. Alors c'est un anonymat partiel, puisque comme on fait de la performance, des personnes peuvent nous reconnaître, mais en tout cas, on ne fait pas figurer des noms propres, qui sont nos noms d'artistes par ailleurs, ou de chercheurs par ailleurs, de chercheuses. Donc là, c'est vraiment l'entité laboratoire de la contre-performance, dont on ne sait pas grand-chose, en fait, combien de personnes, suivant tel projet. Donc là, c'était pour cette invitation, on s'est dit justement que c'était l'occasion avec Zoom, et donc on revient sur les potentialités comme ça du distanciel. C'était l'occasion de travailler un mode d'apparition plus graphique, en fait, qui laisse un peu ce mystère sur les identités, en fait, où on est des silhouettes, et ça renvoie un peu à notre statut aussi dans nos performances, où en fait on apparaît toujours comme des hôtesses, en fait, d'un laboratoire dont on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un laboratoire sérieux ou pas, avec une identité visuelle, mais est-ce que c'est un laboratoire de recherche scientifique ou quoi. Donc il y a le mystère de ce laboratoire qu'on représenterait. Donc là, on est un peu les hôtesses du laboratoire passées par le filtre de la technologie ce soir. Oui, puis je me permets de rebondir, mais moi, ça me fait penser que vous mettez aussi dans une lignée ou une constellation comme avec les Guerrilla Girls ou d'autres collectifs comme ça qui ont choisi de préserver leur anonymat et aussi en lien avec toutes les femmes artistes et créatrices dont on ne connaît pas le nom. Donc, c'est aussi une façon de tracer une constellation et de vous placer dans un ciel de femmes artistes, quoi. Complètement, oui. Merci. Et justement, ça peut, cette question, elle ouvre aussi à celle qui a déjà été un peu soulevée de la tension entre solitude et collectif. Et on voulait vous demander en tant qu'artiste et aussi en tant que militante, est-ce que vous vous sentez appartenir à une communauté, à une constellation? C'est une question pour nous ou pour tout le monde? C'est une question pour tout le monde, mais vous pouvez très bien répondre si vous le souhaitez. On peut peut-être laisser la parole à d'autres. On pourra revenir dessus après si vous voulez. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur cette question du collectif
et, et de la création et du militantisme aussi en collectif? Bah, moi, je veux bien, en tant qu'à faire. Bah, après, moi, je suis pas quelqu'un de très sociable, donc je pense que c'était difficile pour moi de faire communauté. Mais en même temps, c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Notamment parce que, enfin bon, rien à voir, mais en même temps tout à voir, mais je m'intéresse à l'abolitionnisme pénal, enfin bon, c'est encore autre chose, mais bref, du coup, ça m'avait vachement pensé à la notion de communauté dans le militantisme. Et en fait, la façon du coup dont je fais communauté, souvent, c'est pas vraiment un échange parce que c'est plutôt que moi, bah, c'est vraiment ce que mon dessin représente, c'est-à-dire que moi, il y a plein de gens que je suis sur Internet où il y a plein de... En fait, ça me fait accéder à plein de pensées et à plein de choses qui me font me remettre en question à travers plein de médiums différents. Enfin, je veux dire, ça peut être des militants ou des artistes ou plein de gens différents et qui font que ma pensée évolue, mais en même temps, je suis pas dans le dialogue avec ces gens-là. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que enfin, c'est ce rapport d'Internet où en fait, les gens savent pas qu'on existe, mais en même temps, nous, on est fans d'eux. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, je pense que c'est vachement par ça que ça passe pour moi. Et en même temps, par rapport à la notion de militantisme et création, je pense que c'est un truc que j'ai mis très longtemps à accepter, dans le sens où moi, on m'a tout de suite mise dans une case militante sous prétexte que je peignais des femmes, enfin, en tout cas des êtres féminins, et, et qui n'étaient pas que blancs. Enfin, du coup, c'est tout de suite, on a dit que c'était parce que je voulais avoir un propos et tout ça, alors que non, enfin, je veux dire, oui, moi, je suis féministe et tout ça, mais en fait, j'ai du mal avec le fait de tout de suite relier. Enfin, je trouve que dans l'art contemporain, en fait, il y a beaucoup de pseudo-militantisme et de pseudo-philosophie, où en fait, on fait des œuvres concepts, mais sur des concepts qui sont très peu développés et que je trouve qu'il serait plus intéressant de développer sous forme littéraire ou sous forme d'essai ou je sais pas quoi. Et que du coup, on se retrouve souvent avec des œuvres qui sont, enfin, qui veulent, je sais pas comment dire ça, mais des œuvres qui veulent dire un truc que, enfin, personnellement, je trouve assez basique parfois. Enfin, des trucs, par exemple, sur la vanité ou je sais pas quoi, sans recherche vraiment esthétique. Et que du coup, je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui me questionne, le rapport entre militantisme et art, parce que jusqu'où on peut aller dans l'art tout en étant militant. Je sais pas. Bref, je sais pas si je sais pas si j'ai dévié de la question, parce qu'en fait, je me souviens même plus ce que c'était la question de base, mais je sais pas. C'était le rapport au collectif, Ah oui, voilà. mais c'était très intéressant justement de soulever cette complexité et en même temps, enfin justement, cette complexité des rapports entre art et militantisme qui est parfois simplifiée parce que les artistes s'emparent de certains thèmes. Et en même temps, le travail des imaginaires, il est aussi politique et en ce sens, Oui, c'est ça. Enfin, parce qu'en même temps, c'est ça, c'est accepter aussi que comme on n'est pas dans la norme, en fait, on forcément, rien que le fait d'être visible, c'est quelque chose de politique, en fait. C'est ça que j'ai fini par accepter, en fait, je pense. Ouais, mais voilà. Après, Merci peut-être, beaucoup. peut-être la difficulté, c'est aussi des discours qui peuvent être plaqués sur des œuvres dont les artistes ressentent qu'ils sont un peu... Enfin, ils correspondent pas tout à fait. Et, et du coup, évacuer les propos ou l'absence de propos, ce qui est tout à fait légitime aussi, des artistes sur leurs œuvres. Ouais, il y a de ça aussi, c'est sûr. Le fait que... mais je pense que c'est aussi là, on touche aussi au regard de l'art contemporain sur l'artiste. Or, comme le regard de l'art contemporain, c'est pas du tout... Enfin, je veux dire, quand je dis l'art contemporain, c'est des institutions et des gens... Enfin, de tous les gens qu'on croise après la sortie d'école, par exemple, si on a fait une école. Ce regard est réactionnaire, en fait, dans le sens où l'art contemporain, c'est pas un milieu qui est, disons, up-to-date sur le militantisme, on va dire. Donc, du coup, tout de suite, on nous plaque ce regard-là en tant que jeune artiste, alors que nous, du coup, il y a ce décalage aussi, je pense, que ça touche justement à ce truc de mettre des propos
autre que ce qu'on voulait dire, si on voulait dire quelque chose à la base, de toute façon. Et voilà. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait réagir à ça? Moi, je veux bien, avec peut-être aussi d'autres types de questions, parce que c'est un thème qui me questionne et j'ai certainement beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai l'impression, dans mon cas, que pour pouvoir créer, il a fallu prendre une certaine distance par rapport à la communauté et le collectif. Déjà, quand on est vraiment dans des collectifs, dans l'organisation, de collectifs militants, etc., ça prend une énergie folle. Personnellement, en tout cas, si je la mets là, l'acte de création, elle va être là. Elle ne va pas forcément être ailleurs. Mais du coup, ça pose aussi des questions si on adopte une forme de marginalité ou de décentrage par rapport à la communauté au moment où on crée. C'est quand notre rapport, est-ce qu'on a une loyauté? Quand est-ce qu'on trahit aussi la communauté? Parce qu'il y a plein de savoirs, et on parlait de ça aussi à l'Éthique, par exemple, ou l'histoire du lesbianisme. Il y a plein de savoirs qu'on construit parce qu'on fait communauté, parce qu'on est avec d'autres personnes, etc. Et à quel moment s'emparer d'un sujet qu'en fait, on a débattu des tonnes de fois avec plein d'autres personnes et qu'on ne sort pas de nulle part, c'est trahir ou c'est manquer de respect, comment on se positionne toujours aussi par rapport à la communauté et au respect dans ce sens-là. Et c'est difficile et il n'y a certainement pas de réponse et certainement on va toujours peser ce qu'on fait et toujours essayer de respecter ce que nous, on a envie de transmettre et en même temps, pas se mettre en porte-à-faux et accepter les critiques, les questionnements. Enfin, c'est un dosage, quoi. Merci. Est-ce que le laboratoire de la contre-performance, du coup, vous voulez rebondir sur cette question du collectif, comme vous aviez un peu commencé tout à l'heure? Alors, nous, le collectif, il est présent déjà structurellement, en fait, puisqu'on est un collectif, on s'est créé en collectif. Mais après, la notion de collectif, elle est présente aussi dans notre rapport à la performance et par là à l'histoire de l'art et donc à toute une constellation, pour le coup, d'artistes femmes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des performances citationnelles, en fait. Où du coup on crée un collectif aussi élargi on parlait tout à l'heure des contemporains et des contemporaines dans un geste partagé, mais aussi avec ces figures qu'on n'a pas rencontrées, en fait, qui nous ont précédées. Donc il y a la notion de collectif à plusieurs niveaux. Merci. Peut-être qu'on peut rebondir sur cette question des figures qui précèdent. Et sur la manière dont vous pouvez puiser dans les histoires et dans l'histoire de l'art des références chacune. Est-ce que quelqu'un aurait envie de rebondir sur cette question? Peut-être Camille, puisque c'est vraiment au cœur de ta démarche. Oui, alors justement, moi, ce que j'essayais de faire aussi dans mon travail d'écriture, donc j'écris sur des œuvres et pas sur des artistes, j'essaye de me focaliser sur des œuvres, c'est justement d'essayer de vraiment se concentrer sur qu'est-ce que l'œuvre elle dit d'elle-même. Et même si on a forcément tous des calques justement d'histoire de l'art ou des références, et c'est chouette, c'est nos références personnelles, etc. J'aime aussi essayer de ne pas justement tirer des choses. Enfin, c'est assez compliqué de tirer des choses des œuvres pour essayer de leur faire dire, ça rejoint peut-être un peu ce que disait Elena, pour essayer de leur faire dire quelque chose qu'on cherchait ou qu'on attendait a priori même avant d'avoir vu l'œuvre. Donc, du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de voir comment, et c'est ce que j'ai voulu faire passer dans le texte aussi, comment les œuvres, après, je suis curieuse de savoir l'avis des artistes justement, comment une œuvre, elle peut aussi faire son propre réseau de références, pas forcément, c'est des références très personnelles aussi, il y a des références plus globales ou historiques, mais voilà, essayer de voir comment une œuvre peut résonner pour l'artiste. Et bon, là, en l'occurrence, c'est à mes yeux, parce que c'est toujours une approche toujours subjective, mais d'essayer de se focaliser sur ce que les artistes ont à dire, et parfois les œuvres ont à dire d'elles-mêmes, parfois sans
parfois, elle se détache aussi de la pensée initiale de l'artiste. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait, ce que je viens de dire. Si, c'était clair. On voyait bien ce tissage qui s'effectue dans ton rapport aux œuvres et dans ta réflexion. Alors, je crois que Mathilde voulait poser une question. Oui, bonjour. On m'entend? Je ne sais plus. T'entends. Oui. Donc moi j'ai une question pour Rose Butch. J'ai vu que comme Solène Raclot avec Callisto, vous avez choisi de représenter une figure de la mythologie grecque dans votre œuvre, Hécate, avec un titre mystérieux, donc les filles d'Hécate. Et voilà, ma question c'est est-ce que vous pourriez partager avec nous le cheminement qui vous a décidé à donner votre propre interprétation de cette déité, ce qu'elle représente pour vous et ce que vous vouliez exprimer aussi par ce titre? Ah, ok. D'accord. Alors, déjà le titre, en fait, bon, je vais essayer de faire moins en arborescence et trouver une ligne. Le titre, c'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, c'est plutôt Katou qui l'a trouvé, parce qu'en fait, j'étais partie, j'ai eu le thème de l'exposition et je me suis dit, moi aussi, j'ai des œuvres qui pourraient tenir, enfin, ça pourrait. J'ai travaillé sur les sorcières, sur des déités, souvent Hécate, parce que, comment dire, sans paraître totalement saugrenue, enfin, je ne sais pas si je le paraîtrais, disons qu'Hécate est souvent pas loin. Voilà, elle est souvent là où je vis, là où on vit. Donc, je pense que c'est vraiment une figure qui s'impose en fait pour ce qui est de moi, qui s'impose à moi. Et j'aime bien cette image de déité sombre et lumineuse, sombrement lumineuse, de déité assez forte. Je ne retiens pas forcément le côté mère, j'aime pas trop le côté Hécate, les trois figures avec la jeune fille, la mère et je crois que c'est la vieille. J'aime bien la représenter souvent comme une femme grosse parce que effectivement, pourquoi pas, enfin on fait beaucoup de minces, on en voit partout des minces, donc mais je vais essayer de reprendre le fil. Et les filles d'Hécate, oui, ça venait du fait que j'avais fait 3 visages. En plus, j'ai fait une Hécate très particulière, j'ai fait l'Hécate on va dire du foyer, l'Hécate qui est sur le seuil, donc qui protège le foyer, même si derrière la porte, il n'y a pas de foyer, en réalité, il y a la nuit. Donc, mais moi, c'est un peu en dilettante, en fait. Je vois Katou travailler le tarot, je vois Katou travailler avec des divinités, et moi, j'approchais en dilettante. Je crois que j'ai besoin de sujets parce que quand je faisais des grandes toiles, je peignais des gens. Je suis portraitiste, donc je peignais des gens comme Romaine Brooks, parce qu'on a souvent parlé de Nathalie Clifford Barney, on a rarement parlé de Romaine Brooks. Mais, et du coup, je crois que oui, j'avais besoin, j'étais en recherche de thèmes et je me suis approprié cette déité. Mais c'est ça aussi notre constellation, c'est du coup, on vit ensemble et on crée ensemble et donc on se nourrit tout le temps. Et quand on parle de l'art lesbien, de toute façon, ça fait souvent partie de nos constellations aussi. Et donc, c'est vrai que l'idée des filles d'Hécate, moi, personnellement, il y avait quelque chose où je n'étais pas sûre de bien accrocher dans l'idée que ce soit Hécate. Mais il y a cette idée avec les 3 visages des Hécatéia, donc qui étaient sur les carrefours à l'époque antique. Donc, il y a différents épithètes d'Hécate qui se retrouvent dans cette dimension-là. Il y a aussi celle des chemins. On est sur le seuil, mais on a cette vue sur les chemins. Puis Hécate Astrodia, qui va être celle qui marche dans le ciel nocturne. Et donc, il fait aussi un rappel aux planètes, qui sont les corps célestes mouvants. Et toutes ces choses. Hécate et les filles d'Hécate, si ce n'est pas une figure maternelle dans le sens le plus strict,
par rapport à la mythologie, c'est une figure maternelle dans le sens où on dit qu'elle est la mère de Médée, qu'elle est la mère de Circé, mais qu'elle n'est pas une mère qu'elle n'est pas une mère forcément génétique, mais qu'elle est vraiment dans cette figure de filiation, de généalogie, de constellation, en tant que reine des sorcières aussi. Et ce thème a été repris par la suite lors de la chasse des sorcières, quand on a revisité Hécate sous cet aspect, essentiellement celui-là, hein, de divinité des sorcières. Et du coup, c'est aussi c'est une déesse des carrefours, des endroits dangereux, de la liminalité, c'est une déesse de la marginalité aussi. Et donc, je pense que c'est un peu tout ça qu'on a essayé de rendre quand on a cherché le titre. Oui, et puis c'était pas la première Hécate que je faisais, j'en ai fait plein d'autres. Et je suis pas forcément, comment dire, très respectueuse, on va dire, dans ma démarche, justement, comme si on dilettante. Donc, Katou m'avait déjà dit, ah non, tu vas pas la faire nue, ça n'est pas possible, pas Hécate. Donc, j'ai mis des colliers. Mais c'est vrai que j'avoue que je suis pas très respectueuse avec Hécate. Merci. Réappropriation, en fait, d'une figure. Donc, quelque part, ne pas respecter, c'est aussi lui rendre hommage. Je ne sais pas. Moi, je le vois comme ça aussi. Merci. Une question pour Odon Chimek d'Ava Adorge. Votre pratique est parfois très autobiographique. Vous utilisez souvent des photos d'identité, par exemple, et en même temps, vous faites apparaître dans de nombreuses œuvres des groupes de personnages relativement anonymes. Oui, c'était une question. Pas Ok. en termes de questions, mais en tout cas une invitation à s'exprimer sur ce sujet. C'est vrai que c'est vrai que je fais beaucoup de dessins. Donc, c'est une pratique qui est très solitaire. Mais oui, je suis quelqu'un qui est très solitaire. Ça, c'est un truc c'est pas du tout négatif, parce qu'en général, quand on se présente, quand on est solitaire, de gens ont toujours tendance à prendre un peu côté négatif. Sauf, moi, je trouve solitaire, ça peut être un côté, c'est la force. Ça veut pas dire, je veux pas rentrer dans une communauté. Et puis, en fait, oui, de toute manière, certaines pratiques, comme pratique de dessin, c'est une pratique qui nécessite d'être un peu solitaire. C'est comme ça que je marche, c'est comme ça que je travaille mieux. Donc après, je pense, mes travaux, c'est sûrement sur autobiographie, parce que je pense, quand on est artiste, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on est en nous, ça sort en tant qu'œuvre. Après, je n'ai pas directement mon visage, parce que oui, je crois que oui, sur Instagram, tout ça, juste pour faire un petit moment de création, j'utilise mes portraits, parce que ça, c'est une question, en fait, vraiment, en fait, depuis que j'ai compte Instagram. J'ai beaucoup posé de questions, parce que est-ce que je montre mes œuvres sur Instagram ou pas, en fait. Je crois que c'est une question que tous les artistes ils posent en ce moment, parce que à la fois, j'ai l'impression, on a tendance un peu à cumuler likes, followers, tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que c'est ça mon but? Je ne sais pas, en fait. Je ne crois pas trop. Et puis, je n'ai pas trop me montrer ma vie non plus. Donc, j'essaie de faire ce moment une sorte de prolongement de ma vie, en fait, ma vie privée, on va dire ça. Et après, quand je dessine, en fait, j'aime pas trop mettre de la visage, parce que j'aime bien le corps sans tête. Et moi, j'essaie de vraiment parler tout ce qui est universel, en fait. Le corps, parce que le corps, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, en fait. Toutes les personnes sur la Terre, en fait. C'est quelque chose qu'on peut communiquer, quelque chose avec quoi on peut parler plus facilement, en fait, à travers le corps. Alors, quand on met des portraits, quand on met une identité, on a tendance à mettre mettre plus d'informations, on commence à mettre des étiquettes, un peu comme des artistes. Dès qu'on met une image, on va dire, forcément, moi, ça m'arrive très souvent, donc les gens ils savent que je viens de Mongolie. Ils essaient de mettre une étiquette comme quoi je suis une femme qui est sensible que la nature. Oui, je suis, mais avant même d'avoir mon travail, il y avait pas mal d'étiquettes, c'était comme ça. Donc, c'était un peu dommage dans ce sens, parce que en fait, je pense que ça arrive très souvent dans l'art contemporain de mettre une sorte d'étiquette parce que c'est ton origine, en fait. Donc, ça, c'est un truc qu'en ce moment, j'essaie d'éviter, parce que c'est pas ça que je fais vraiment, parce que je pense que je suis un peu comme tout le monde. Enfin, j'aime la nature, c'est ça qui m'intéresse. Donc,
oui, enfin, je dessine des gens sans tête qui peut un peu être... En fait, ce que mon idée, c'est le corps que je dessine, ça peut être à peu près le corps de n'importe qui. En fait, c'est une sorte d'invitation de poser cette question, qu'est-ce que tu ferais à la place? Si c'était ton corps, en fait. Si c'était ton corps, en fait. Tu peux mettre ta tête, enfin, tu peux mettre ton visage sur cette corps qui n'est pas tête, en fait. Je sais pas si j'exprime bien, enfin. Ouais, à peu près ça, en fait, mon idée. Oui, mais ce double aspect à la fois individuel et collectif du corps, c'est super, super intéressant et super puissant aussi. Je laisse la parole à Manon qui voulait poser une question. Bonsoir, je ne sais pas si c'est bon, on m'entend. Ouais, j'avais une question. En fait, j'avais plusieurs questions, mais d'abord, j'avais une question pour Solène Raclot. Parce que je trouve que la démarche était super intéressante. Et du coup, je vais vous lire ma question. Elle se place un peu dans le sillage de celle qui a été posée à Rose Butch juste avant. Vous avez choisi de faire vivre Callisto avec votre performance et les œuvres qui en ont découlé depuis. Et est-ce que cette figure, elle faisait partie depuis longtemps de vos inspirations? Et comment cette idée de refaire vivre ce mythe, en fait, et le réécrire vous est venue à la base? Alors, ça fait un an que Callisto m'obsède un petit peu. Mais ce qui est peut-être surprenant, c'est que en fait, c'était d'abord la figure de l'ours. Et c'est en farfouillant tous les symboles, les légendes, les mythes qui sont autour de l'ours que j'ai découvert le mythe de Callisto, que je ne connaissais pas auparavant dans les mythes grecs. Et quand je l'ai découvert, elle m'a un peu sauté aux yeux et je m'en suis plus trop défaite. Et du coup, depuis, je continue enfin, j'ai encore quelque chose à faire avec elle. Et je trouvais que Callisto, elle était très intéressante parce que je trouve qu'elle est une figure très, très forte et très peu connue. En tout cas, à force de la jouer, d'en parler avec différentes personnes de différents milieux, je me suis vraiment rendu compte qu'elle est méconnue. Et je trouvais que son histoire disons que c'est un très beau témoignage parce que c'est une femme qui a été châtiée en fait à plusieurs reprises, qui a été violée par Zeus, qui a été mise au banc par Artémis, qui s'est retrouvée seule dans la montagne là où elle chassait, et dans cette montagne-là, elle a enfanté de l'enfant du viol, et elle a été transformée par Héra en ours. Et je trouvais que c'était assez incroyable comme histoire. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était l'ambivalence de cet ours qui avait à la fois peur des autres ours et qui avait peur des chasseurs, qui se retrouvait au milieu. Et j'avais l'impression qu'il manquait le moment où Callisto se rend compte qu'elle est un des animaux les plus forts. Et du coup, j'ai voulu m'aventurer en fait dans cet endroit-là et voir qu'est-ce qu'on pouvait tisser dans ce creux dont on parle très peu. Et du coup, ça me fait un petit peu penser à ce que demandait Camille tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on projette en fait. Est-ce qu'une histoire, est-ce qu'une œuvre, elle continue à se dire, à changer. Moi, je vois vraiment les œuvres comme des surfaces de projection, je pense. Et c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse autant les mythes, parce que ils arrivent jusqu'à nous et on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils sont nés. C'est comme si c'était là depuis toujours. Peut-être qu'ils sont là depuis toujours. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'hyper fertile à cet endroit-là. Merci. Merci beaucoup.
Juste Vas-y, avant vas-y, pardon. on pose deux dernières questions, juste pour préciser, on pense finir un peu vers 20h15 et après il y aura la partie de la conclusion de l'exposition du colloque. Voilà, juste pour que vous sachiez. Alors, il y a encore quelques questions sur le pad, justement. Il y en a une pour Katou Taro. Dans les vidéos du ciel cosmique que tu as créées, il y a une planète des ancêtres, une planète des ADF, etc. Peux-tu expliquer la manière dont les autres peuvent intervenir dans la divination qui semble être une pratique solitaire et centrée sur soi? Ok. Je le prends pas forcément comme ça, mais c'est une question compliquée, c'est une question large. Disons que c'était absolument un tirage qui était destiné à être à toucher le plus grand nombre et le centrage sur soi, certainement comme j'expliquais dans la capsule sonore, c'est d'être le médium qui va capter ce message et qui va le transmettre. Ce qui est aussi difficile et qui centre peut-être sur soi, c'est à partir du moment où on décide de faire des arts divinatoires, des arts comme les autres, qui participent à une exposition, parce qu'en un sens, ça crée un conflit éthique par rapport à ce qu'on a envie de transmettre, comment on a envie de le partager. Donc voilà, il y a plein il y a plein de questions qui se posent. Ceci dit, je pense vraiment pas que c'est forcément centré sur soi. Et là, le but était vraiment de retracer le ciel. En fait, comment j'ai conçu ça, c'est que, ok, j'essaie de penser les constellations, et puis j'ai interagi avec les constellations que j'ai créées. J'ai créé un hôtel pour ces différentes planètes, etc., pour les laisser me dire quel serait le nom des satellites et des astéroïdes. J'ai tiré ça au sort, etc. Donc déjà, moi, j'étais en interaction avec ces planètes qui, au moment où je les ai créées, j'ai commencé à interagir avec elles. Elles étaient un objet à part entière et avec lequel j'interagissais et dont je prenais les messages. Donc, la volonté là était vraiment de transmettre, de donner, de passer les messages et de pas du tout être dans quelque chose qui serait très personnel, mais au contraire, hein, qui serait destiné à être partagé et à ce qu'il y ait un maximum d'identification, en sachant qu'il allait y avoir des choses dans le parcours qui allaient davantage résonner pour différentes personnes. Sinon, bah, c'est une question large. Il y a des personnes qui pratiquent le tarot, la divination, la cartomancie d'une façon très personnelle. Il y en a d'autres qui le font exclusivement pour tirer les cartes pour d'autres. Il y en a qui l'utilisent comme du soin communautaire. Et là-dessus, c'est une grande diversité. Et personnellement, avec ma maladie chronique, je tire très très peu les cartes pour d'autres personnes parce que c'est très fatigant. Donc je préfère ce mode de tirage que j'appelle du tarot collectif. Et donc où volontairement, je tire ni les cartes pour moi ni pour une personne spécifique, mais j'essaie de capter des messages qui vont être que j'espère avoir le potentiel de toucher un maximum de gens sans être pour autant générique et très de la soupe très très vite, quoi. Mais bon, c'est encore une fois il y a une balance et un équilibre à trouver. Merci beaucoup. Et on repasse la parole à Manon pour des questions qu'elle voulait poser à nouveau. Oui, alors en fait, c'est un peu une double question qui va s'adresser surtout à Rose Butch et à Elena Moatti. Je vais d'abord poser celle pour Rose et celle d'Elena en découle en fait. Vous réalisez parfois des portraits d'autres artistes. Vous avez fait une série sur les artistes autistes notamment, et puis beaucoup de portraits de Katou. Et on se demandait quelle place prennent ces figures dans vos démarches. Est-ce que ce sont des muses, des modèles, des références, des adelphes militantes?
Est-ce que ce sont des hommages également à des personnes autour de vous que vous admirez? Et du coup, de cette question découle celle pour Elena. Est-ce que pour le coup, les personnages qui habitent souvent vos œuvres, vos dessins et vos toiles, sont des représentations de personnes que vous connaissez et pareil, des hommages en fait à des personnes qui vous entourent? Du coup, je vais commencer. En fait, pour la série sur les personnes autistes, je suis donc une personne autiste. J'ai pas fait de diagnostic officiel parce que c'est très long, c'est coûteux et en réalité c'est chiant et c'est donné par des personnes neurotypiques. Donc je m'en passe. Par contre, j'ai une reconnaissance de on va dire de mes pairs. Je sais pas si on dit ça féminin aussi, enfin bref, d'autres personnes autistes et j'ai fait un autodiagnostic. Et en fait, c'était aussi une façon de faire communauté, parce que là, enfin, j'ai pu trouver effectivement une communauté. Grand chat. J'ai pu trouver une communauté, tout comme la communauté queer. Effectivement, il y a aussi la communauté queer et autiste. Après, on peut en rajouter plein. Hein. Il y a autant de communautés. J'ai l'impression qu'il y a de personnes en réalité. Mais oui, j'avais commencé par des portraits d'amis, des portraits de Catou. J'ai commencé par des portraits de moi en fait à la base, parce que je pense que je voulais aussi me réapproprier mon corps et mon visage, parce que à l'époque je me faisais sans bouche, sans yeux, sans oreilles. Depuis j'ai évolué, donc les personnes que je peins vraiment tout ce qu'elles ont théoriquement. Et j'ai aussi demandé à des militantes, des personnes qui sont ou très connues ou pas du tout connues, j'ai aussi demandé l'autorisation de faire leur dessin. Et c'est souvent forcément des personnes que quelque part j'admire ou je respecte, on va peut-être plutôt dire ça, dont je respecte le militantisme, les engagements. Oui, c'est une forme j'allais dire, de fémage, d'hommage. Oui, c'est un peu par respect. Et puis, c'est vraiment le plaisir de faire les portraits, en fait. C'est un plaisir de dessiner quelqu'un. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Finalement, c'est vraiment voir les constellations à travers ton propre regard, par exemple. Oui. Cette série-là. Finalement, c'est aussi... En fait, ce sont déjà des constellations existantes et on en recrée une. En fait, moi je recrée une constellation sur une autre constellation. Il y a la constellation des personnes dessinées par Rose Butch, j'aime bien dire ça, et qui en fait vient d'une autre constellation, forcément. Moi, ça me fait penser au texte de Camille, du coup. Sur le fait que les constellations sont dans le regard de la personne qui regarde le ciel. J'espère que j'ai répondu à ta question. Du coup, pour répondre à la question à mon tour, du coup, c'est pas du tout des gens que je connais. Enfin, c'est pas du tout des personnes. C'est vraiment d'imagination purement. Et je pense que c'est parce que c'est. Enfin, après, c'est aussi souvent. Parfois, ça peut être lié à des histoires que des gens m'ont racontées, par exemple, où du coup, il y a des symbolismes cachés sur des sur des histoires d'autres personnes. Et après, moi, j'ai énormément écrit de fiction dans le passé. J'ai vraiment... Enfin, avant, je pensais que j'allais être peut-être écrivaine aussi, mais finalement, j'ai arrêté d'écrire. Mais du coup, il y a aussi ça. Parfois, je dessinais les personnages que j'imaginais. Mais donc, c'est compliqué parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut dire que ça rejoint ce truc de constellation dans le sens où... du coup, c'est vrai que tous ces gens dont je parlais qui m'inspirent... que je suis sur Internet ou que je lis, etc., forcément, ça nourrit mes récits personnels dans ma tête et donc mon imagination, et donc ça ressort. Mais après, ouais, voilà. Après, j'arrive pas du tout à dessiner les autres gens parce que ça me met trop dans un cadre. Et j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Des vrais gens, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup. Et ce sera peut-être la dernière question. Elle est adressée au laboratoire de la contre-performance et elle rebondit
sur les questions de Manon. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces constellations dans votre pratique du laboratoire et les constellations que vous créez à partir de l'histoire de l'art en particulier? Alors, oui, dans nos performances, on cite beaucoup d'artistes et notamment des performeuses historiques comme Niki de Saint-Phal, Yoko Ono, Anna Mendieta. Et voilà. Et pour nous, effectivement, ça résonne assez particulièrement ici comme des constellations, quoi. Enfin, donc c'est vraiment important pour nous de les citer, et dans une performance qu'on a faite qui s'appelle les contre-archives, on refait des gestes qui seraient un petit peu décalés par rapport aux gestes de ces performeuses historiques. Voilà, enfin, et pour les lire autrement, je sais pas comment on pourrait expliquer. Ouais, un petit peu comme dans le cabaret conceptuel. D'ailleurs, à chaque fois, il y a une sorte de fiction en fait qui relie ces personnes. Alors, soit elles deviennent les figures du cabaret conceptuel, hein, de la déesse Mat aux performeuses des années 70, soit là dans les contre-archives où on réécrit une sorte d'histoire de la performance aussi, toujours de la préhistoire à nos jours en fait, avec ces figures féminines qu'on lit ensemble. Donc il y a vraiment cette idée, oui, de relier à travers la fiction et de créer par la fiction une communauté d'artistes, peut-être. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup. C'est une magnifique manière de terminer ce temps d'échange et cette interrogation des rapports à nos et à vos imaginaires, à vos fictions et à tout ce qu'on peut créer ensemble aussi par la rencontre, même à distance. Donc, merci mille fois pour vos œuvres, pour ce temps d'échange, pour votre générosité. Voilà, on était toutes ravies et un peu émues aussi, je pense, de ce moment. Voilà. Isaline, peut-être que tu vas ajouter quelque chose. En tout cas, que ça nous a fait beaucoup rêver et que c'était aussi important, je pense, de pouvoir se parler, d'échanger sur le sujet, et même de se voir en écran interposé, même si c'est pas forcément... c'est une autre forme de réalité. Je pense que c'est chouette aussi, et peut-être qu'on pourra un jour faire quelque chose en physique bientôt. Merci. Merci. Merci encore à toutes, et on passe maintenant à la conclusion des 3 jours du colloque. Voilà, bon, ça aussi, ça va être un moment un peu intense parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans tout ça et on a du mal à réaliser que ça se termine, mais voilà.